une de l'actualité ce soir, c'est fini pour le 5e sommet du G5 Sahel. Dans la capitale burkinabé, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont pris d'importantes décisions. À l'issue de la rencontre, le Burkina Faso vient de prendre la direction de ce regroupement. Quelles sont les décisions prises ce mardi et quels sont les défis qui se présentent à notre pays? Comment mobiliser les ressources pour réussir le challenge? Le ministre en charge des Finances du Burkina Faso est notre invité. Et dans ce journal, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat monte le créneau. Il envisage de retirer 181 parcelles parce que non mises en valeur ou parce qu'elles ne sont pas totalement soldées. Une annonce faite ce mardi devant les journalistes de la presse nationale. Ces retraits suivront un processus judiciaire, rassure le ministère, comme vous pourrez le suivre dans cette édition. Et dans cette édition, cette messe historique ce mardi 5 février officiée par le pape François devant plus de 120 000 fidèles à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Un événement dans un pays où le culte chrétien demeure d'habitude discret. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Cet après-midi, cet après-midi du 5e sommet des chefs d'État du G5 Sahel, une rencontre qui a permis de revenir sur le bilan de ce regroupement, mais aussi de faire des recommandations pour l'action future. Ainsi, le sommet propose la création d'un centre d'analyse de données à Ouagadougou, l'accélération des études de faisabilité du chemin de fer intercommunautaire et la création d'une compagnie aérienne Air Sahel. Le film de la cérémonie de clôture avec Amadou Ardodiko. Dans le rapport final des travaux de cette 5e conférence des chefs d'État du G5 Sahel, il est question de renforcer les 4 axes prioritaires de cette institution à travers les 4 thèmes liés à la sécurité, au développement, à la gouvernance et à la résilience. Après avoir condamné les actes terroristes qu'a subi le Burkina Faso, le secrétaire permanent du G5 Sahel invite les Nations Unies à accompagner la mission du G5 Sahel. Les chefs d'État condamnent fermement tous les attentats terroristes et en particulier ceux survenus récemment au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, et expriment leur solidarité avec les peuples de ces pays. Face à la recrudescence des conflits intercommunautaires dans certains pays du G5 Sahel, les chefs d'État appellent les populations à cultiver la tolérance pour une meilleure cohésion sociale et les exhortent à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État sont préoccupés par la perturbation des activités socio-éducatives, conduisant à la fermeture d'écoles dans certains pays du G5 Sahel. Ils ont relevé la nécessité de la prise de mesures fortes pour la reprise des activités scolaires. Le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel, place son mandat sous le sceau de la continuité et fixe ses priorités sur la sécurité, la résilience et la préservation de la cohésion sociale. Nous devons tous faire en sorte que l'armée, l'État, puisse être partout. C'est ça le défi que nous devons relever. Et de ce point de vue-là, le Burkina Faso doit travailler à assurer ses propres responsabilités, qui sont celles de pouvoir défendre les frontières, de pouvoir faire en sorte, une préoccupation également qui est sortie au cours de ces discussions, c'est la question de l'école également. Parce que comme vous savez, chaque fois qu'il y a des menaces qui sont pesées sur les zones, les écoles sont fermées, également pour des questions sécuritaires toutes simples. Et cela renvoie des élèves en quantité à ne pas pouvoir suivre également les cours. Donc c'est des préoccupations qui sont là. Et nous devons travailler ensemble, chacun dans son pays et également aux abords de nos frontières, pour réduire le temps, les distances de circulation des terroristes entre nos deux frontières et entre nos différents pays. Les bailleurs de fonds présents dans la salle ont répondu à l'appel du financement et le Japon, séance tenante, accorde 45 millions de dollars, dont 12,7 millions au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Car lutter contre le terrorisme, c'est lutter pour les droits humains, ce qui explique l'ancrage institutionnel du G5 Sahel résumé en 2 points, sécurité et développement. Pour aller plus loin sur ces conclusions, nous recevons le ministre burkinabé de l'économie et des finances. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu, les conclusions sont à la fois militaires, mais aussi les conclusions sont civiles qui enclenchent le développement des zones occupées par les terroristes.
Oui, merci beaucoup, Sekindo. Et je voudrais d'abord remercier la RTB pour cette invitation pour partager donc les principales conclusions de la réunion du G5 Sahel. Vous savez que effectivement le G5 Sahel a été mis en place pour répondre aux deux impératifs sécuritaire et développement. C'est pourquoi vous constaterez que dans les réunions, donc, les ministres statutaires, vous avez les ministres chargés du développement, les ministres chargés des affaires étrangères et les ministres de la défense. Donc, effectivement, nous avons donc ces deux volets, comme là, nous a montré le reportage. Donc, si nous voulons donc continuer, nous pourrons, donc, comme vous l'avez remarqué, les principales conclusions donc, de cette session, 5e session de la conférence des chefs d'État du G5, nous notons déjà que la présidence, donc les chefs d'État ont fait confiance au Burkina, donc en confiant la présidence pour l'année 2019 à son Excellence, le président du FASO, M. Rochma Christian Kaboré. Et naturellement, il a bien souligné notre mandat, donc pour cette année, donc 2019, doit toujours se poursuivre dans le sens de la consolidation donc, des actions qui ont été entreprises. Donc nous pourrons revenir en détail sur un certain nombre d'acquis donc, du G5, mais aussi, comme l'a souligné l'élément, les principaux éléments sur lesquels nous devons donc, mettre l'accent pour permettre au G5 d'être visible sur le terrain. Et donc, des questions de sécurité, mais bien plus également des questions de développement, vous l'avez dit, développement des zones menacées par l'insécurité, mais aussi l'épanouissement des populations. Oui, comme vous le savez, les questions de développement constituent véritablement des questions qu'il faut prendre à bras le corps pour adresser les questions de sécurité. Et c'est pourquoi, dans le cadre donc, du G5 Sahel, il y a eu donc l'initiative donc de bâtir ce que nous appelons un programme d'investissement prioritaire donc pour le G5 Sahel, pour les pays du G5 Sahel. Et ce programme d'investissement prioritaire, nous avons eu la conférence donc des bailleurs qui s'est tenue à Nouakchott donc en décembre dernier et qui nous a permis donc de recueillir des annonces de l'ordre de 2,4 milliards d'euros donc pour financer ce programme-là. Donc c'est la première phase de ce programme, donc 2019-2021. Et aujourd'hui, donc l'accent que nous devons mettre, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation donc de ces annonces-là pour afin rendre opérationnel l'ensemble et démarrer tous ces projets et qui vont permettre donc d'assurer un développement équilibré et donc faire reculer la pauvreté et naturellement apporter plus de stabilité et de sécurité. Monsieur le ministre, justement, cette question de mobilisation des ressources financières, on l'a vu dans le reportage, une bonne nouvelle avec le Japon, mais de façon générale, est-ce que la question de mobilisation est aujourd'hui résolue à partir du sommet de Ouagadougou? Oui, disons que le sommet de Ouagadougou a permis donc d'adopter un dispositif. Donc il y a eu les chefs d'État ont permis donc d'adopter un dispositif de suivi. Vous savez que entre les annonces et le décaissement, il y a un travail de fond, il y a un travail à mener. Et le sommet a permis donc d'adopter le dispositif qui a été proposé, et donc validé par le Conseil des ministres. Et ce dispositif va permettre donc d'accélérer la mobilisation des différentes contributions donc, auprès de nos partenaires. Et naturellement, nous pensons que cela va être un plus et pour en tout cas accélérer et permettre donc de démarrer effectivement la mise en œuvre de ces projets. Oui, pour terminer, le Burkina Faso a été élu à la présidence du G5 Sahel pour l'année 2019. Quels sont les défis de gouvernance qui se présentent à notre pays? Oui, vous savez que pour d'abord cette confiance qui a été donnée au Burkina, nous allons donc placer, comme le chef de l'État l'a dit,
donc poursuivre notre mandat, parce que sous la consolidation des acquis, et aussi travailler à accélérer donc un certain nombre de volets. Vous savez que le G5 Sahel a déjà fait beaucoup d'efforts pour rendre opérationnelle la force conjointe, mais nous avons donc la nécessité d'accélérer sous notre mandat, de faire en sorte que cette force-là puisse être véritablement pleinement opérationnelle donc, et répondre donc aux attentes des populations. Sous la gouvernance aussi toujours du Burkina, nous allons travailler, donc on l'a déjà souligné, à mettre en œuvre le programme prioritaire, donc faire en sorte que aussi bien le programme de développement d'urgence qui a été adopté par le G5 Sahel que le programme d'investissement prioritaire, que nous puissions donc les mettre en œuvre. Et enfin, nous devons aussi, sous notre présidence, travailler à la résilience. Vous savez qu'aujourd'hui, tous ces conflits posent un problème de résilience, surtout au niveau des couches vulnérables, telles que les femmes et les enfants. Et donc, nous allons travailler sous notre présidence à consolider donc ce volet résilience des femmes et des enfants. Monsieur le ministre, merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Je rappelle que nous recevons Monsieur Lassane Kaboré, ministre en charge de l'économie et des finances du Burkina Faso. Il est venu analyser et nous aider à comprendre les conclusions de la rencontre au sommet du G5 Sahel tenue ce mardi dans la capitale burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Aruna Kindo. Et Fousseni Kindo. Ouais. Merci. Et pour la suite du journal, ce communiqué des armées du Burkina, dans la matinée du mardi 5 février 2019, en réaction aux opérations menées par les forces de défense et de sécurité, le lundi 4 février 2019, dans les départements de Caen, Ban et Gomboro, un détachement militaire du groupement des forces de sécurisation du Nord, installé à Oursi, province de l'Oudalan, région du Sahel, a été attaqué par des terroristes. Les forces de défense et de sécurité ont repoussé cette attaque et lancé une contre-offensive. Le bilan fait état de 5 gendarmes tombés lors des combats et de 3 blessés, dont 2 dans un état grave. La contre-offensive de nos forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 21 terroristes et les opérations de ratissage de la zone se poursuivent. Le chef d'état-major général des armées présente ses sincères condoléances aux familles pleurées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient à rassurer les populations que dans le respect des règles d'engagement, tout sera fait pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la coopération transfrontalière Mali-Burkina Faso, les gouverneurs des régions de la boucle du Mouhoun et du cercle de Mopti au Mali ont signé ce 29 janvier 2019 à Sikasso des textes juridiques formels de 2 groupements locaux de coopération transfrontalière. Des accords qui vont désormais permettre aux groupements locaux transfrontaliers de se retrouver périodiquement pour des concertations. Explication, Yacouba Goro. Travailler ensemble dans la cohésion sociale et pour le développement socio-économique des communes transfrontalières du Mali et du Burkina Faso, c'est tout l'enjeu de cette rencontre de Sikasso. Les 2 gouverneurs venus du Mali et du Burkina procèdent ici à la signature officielle de textes juridiques de 2 groupements locaux de coopération transfrontalière. Il s'agit du groupement Banwa Yorosso et celui de Sédis Sourou. Le groupement local de coopération transfrontalière Banwa Yorosso regroupe les communes de Sami et Tansila dans la province de Banwa au Burkina Faso et les communes de Boura, Koumbia et Maou dans le cercle de Yorosso au Mali. Quant au groupement local de coopération transfrontalière Sédis Sourou, il concerne les communes de Barani dans la province de la Kossi, Di Kassoum et Toini dans la province du Souro au Burkina Faso et celles de Baye, Wenkoro et Sokoura dans le cercle de Bankas et Koro, Doukouténé 1 et Doukouténé 2 dans le cercle de Koro au Mali. Un nouvel essor matérialisé ici avec la signature des documents officiels qui va permettre de créer plus de fluidité et plus d'action de développement dans ces parties du Mali et du Burkina Faso. Ne doutons point de nos capacités d'agir en synergie
Je puis vous assurer de notre engagement à ne ménager aucun effort pour faire de cette rencontre une réussite totale pour le bonheur exclusif de nos populations frontalières en quête de paix et de sérénité. C'est en juin 2017 que les maires des différentes communes transfrontalières ont sollicité des documents juridiques de cadre de concertation pour formaliser ces différentes rencontres. À la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est la signature d'une convention qui fait l'actualité. La Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso vient en effet de signer une convention avec le Gabon pour le paiement de pensions. Il sera désormais possible pour quelqu'un qui a cotisé au Gabon de toucher sa pension au Burkina Faso. L'accord prévoit aussi de mettre en place des mécanismes afin de permettre aux travailleurs qui migrent dans ces deux pays de pouvoir reprendre leurs cotisations. Des détails avec Ismaël Diloma Sirima. Après ces gestes, les retraités qui résident au Burkina et qui ont cotisé toute leur carrière au Gabon pourront désormais toucher leur pension étant au Burkina. La Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina et sa structure sœur du Gabon viennent de conclure des accords allant dans ce sens. Ces accords marchent dans les deux pays et devraient faciliter l'obtention de certains documents administratifs sans avoir à se déplacer. Avec le Gabon, nous allons continuer à approfondir les actions pour aller dans cette direction-là. De telle manière que quelqu'un qui a travaillé pas 10 ans au Burkina et qui décide d'aller au Gabon, si au Gabon il travaille pendant également 5 ans ou 10 ans, qu'il puisse y avoir donc une coordination entre les deux caisses. Cet accord est chaleureusement salué par les premiers bénéficiaires. Pour remercier le président de la Caisse du Burkina et son homologue du Gabon pour cette initiative, parce que ça va nous faciliter beaucoup. Et moi qui vous parle, j'avais eu des problèmes pendant 2 ans. Je ne touche pas ma pension. Ils sont plus d'une cinquantaine à avoir été confrontés à ce genre de problèmes. La prochaine échéance intervenant à la fin du mois de mars, donc début avril, donc nous engageons à effectuer donc les premiers règlements pour compter du premier trimestre 2019. En plus du paiement des pensions, l'accord prévoit aussi le paiement des rentes d'accident de travail et de maladies professionnelles. Des débats houleux ce matin au tribunal militaire à Ouagadougou. À la barre, le témoin Mohamed Rachid Ilboudo dit le baron. Ce dernier était confronté à Faisal Nanema et Lota. Tout se résume à la présence ou pas des accusés à la rencontre du rond-point des martyrs et du domicile de Salif Diallo. Après eux, le président du CDP est appelé à la barre comme témoin. Il reconnaît avoir donné 15 millions aux structures du parti le 16 septembre, mais nie la tenue d'une rencontre au soir du coup de force. Draman Guéné, Zouaviel David Dabiré pour le point complet. Empoignade verbale ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Ilboudo Mohamed Rachid, précédemment inculpé dans l'affaire du putsch et aujourd'hui témoin assermenté, déclare avoir été victime d'une tentative de subornation. Ousseini Faisal Nanema m'a demandé de venir témoigner en faveur de Abdul Karim Baguian Dilouta et de charger Mathias Ouedraogo alias Matiko, déclare le témoin qui poursuit. Il m'avait promis la somme de 500 000 francs CFA et une moto pour le faire, mais j'ai refusé. Je suis ici pour témoigner parce que Abdul Karim Baguian Dilouta m'a sauvé la vie le 17 septembre 2015 lorsque des manifestants me tabassaient devant le domicile de Salifou Diallo, martèle Ilboudo Rachid Mohamed, qui décrit les conditions de son évacuation des lieux. Confronté à ce témoignage, Abdul Karim Baguian Dilouta dit ne pas s'y reconnaître, mais tente de le nuancer. Mais avec Ousseini Faisal Nanema, le ton monte. Le témoin et l'accusé s'accusent mutuellement, dévoilant toutes les subterfuges dont ils ont usé depuis le début de cette procédure pour se tirer d'affaire. Pour corroborer sa version, Ilboudo Mohamed Rachid revient à la charge. C'est chez moi à la maison que Ousseini Faisal Nanema est venu me faire la proposition. Et Faisal Nanema de rétorquer, je suis allé chez lui à la maison parce que le général Djendire m'avait demandé de prendre une carte mémoire avec lui. Mais quand je l'ai retiré et visionné, j'ai constaté que ce qui était dedans n'était pas bon. Je ne l'ai donc pas remise au général. À l'entente de son nom,
Le général Djendjéré sursaute depuis le box des accusés et clame « c'est faux ». Mon général, vous n'avez pas la parole, tonne le président du tribunal. La déclaration change le cours des débats. Tour à tour, le témoin Ilboudo Mohamed Rachid et le général Djendjéré la démentent. Mais que contenait la carte mémoire, interroge le parquet militaire. Elle contenait des films et de la musique, répond Faisal Nanema. Et est-ce que ça a un lien avec le procès, demande le président du tribunal. Non, reprend l'accusé. Néanmoins, le parquet militaire et les avocats des parties civiles demandent à prendre connaissance du contenu de la carte mémoire. Initiative laissée à l'appréciation de l'accusé, conclut le président du tribunal. Deuxième témoin assermenté à la barre ce jour, Edi Kombouego. Président du Congrès pour la démocratie et le progrès au moment des faits, il précise avoir tenu une rencontre dans la journée du 16 septembre 2015 avec les membres du secrétariat permanent du parti. C'était une réunion pour réviser les listes des candidatures en vue des législatives. La réunion a pris fin vers 14 h, précise le témoin. Mais à quel moment avez-vous remis la somme de 15 millions de francs CFA et à quoi a-t-elle servi? Et Edi Kombouego de répondre: avant la fin de la réunion, je suis allé chercher les 15 millions de francs CFA que j'ai remis à Achille Tapsoba avec une clé de répartition et je suis reparti. L'argent était destiné au lancement de la campagne. Pour le reste, le témoin dit n'avoir jamais présidé une réunion dans la soirée du 16 septembre 2015 et n'avoir donné aucune instruction entrant dans le cadre des événements du putsch. Et sur les sommes venues de la Côte d'Ivoire et les 20 millions de francs CFA remis à Léonce Koné au nom du CDP, Edi Kombouego déclare ne l'avoir appris que lors de l'instruction. Son audition se poursuit demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. En déplacement au Caire, l'épouse du chef de l'État burkinabé a rencontré le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Sika Kaboré a été désigné pour recevoir une distinction de l'OCI, une distinction qui salue son combat pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Aruna Mare. L'Organisation de la coopération islamique OCI se félicite des œuvres de Sika Kaboré, une marque de reconnaissance mais aussi de soutien exprimée de vive voix au Caire à l'épouse du président du Faso par Youssef bin Ahmed Al-Oteyman, le secrétaire général de l'organisation. Un engagement qui permettra à Sika Kaboré de recevoir une distinction de l'OCI. Pour l'organisation, c'est le couronnement de plus d'une décennie de sacrifices et de dévouement pour la cause de l'enfant et de la femme. Et c'est un honneur pour l'OCI et pour lui-même personnellement qu'elle ait accepté cette distinction. Deuxièmement, il a un grand respect pour le président Kaboré, pour la qualité du leadership et ce qu'il mène pour le pays. Son Excellence, Madame Kaboré, est une personnalité qui reçoit cette distinction parce que c'est une personnalité importante qui s'est investie dans l'action sociale, l'action humanitaire pour la santé de la population. Deuxièmement, c'est pour aussi rappeler que l'islam est une religion qui ne fait pas de ségrégation entre les sexes. Voix collective du monde musulman, l'OCI tient du 5 au 9 février au pays des pharaons la première édition de son festival. Au-delà de l'action politique, la structure veut ainsi magnifier les expressions culturelles et artistiques des pays membres comme outil fédérateur des peuples. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat envisage de retirer 181 parcelles pour non-respect des engagements dans la zone Zaka à Ouagadougou. L'information a été portée à la connaissance de l'opinion publique ce mardi au cours d'une rencontre avec la presse. Le ministère avait procédé à une mise en demeure depuis le mois d'août 2018 et depuis, beaucoup de monde se sont bousculés pour régulariser leur situation. Yacouba Gamene, Maxime Zongo. La ZACA, la zone d'activité commerciale et administrative située au cœur de la ville de Ouagadougou, censée être une zone de haute qualité urbanistique, 16 ans après son lancement, présente un visage peu reluisant. Malgré de nombreuses interpellations du comité en charge de sa gestion, beaucoup de souscripteurs traînent toujours les pieds. Depuis la diffusion des communiqués, 52 dossiers ont été enregistrés pour l'attestation
de conformité en vue de l'obtention de l'autorisation de construire. Environ une dizaine de souscripteurs ont démarré la mise en valeur de leurs parcelles. Au terme donc des travaux de ce comité, le rapport fait état de la situation suivante. Au plan financier, on note que l'ensemble des frais de souscription n'a toujours pas été soldé. On dénomme en effet seulement 270 parcelles soldées sur un total de 310 parcelles, dont 288 parcelles à usage privé. Le montant à recouvrer avoisine 1 837 186 000 francs CFA. Au plan des constructions, nous comptabilisons à cet effet 270 parcelles soldées, soit 163 non mises en valeur, 48 parcelles en chantier, 35 parcelles mises en valeur avec le minimum demandé par le cahier de charges, 24 parcelles mises en valeur en dessous du niveau minimum demandé par le cahier de charges, 18 parcelles non soldées, soit 4 non mises en valeur nues ou clôturées, 2 parcelles en chantier, 7 parcelles mises en valeur avec le minimum demandé par le cahier de charges, 5 parcelles mises en valeur en dessous du minimum demandé par le cahier de charges. Au regard de ces non-respects du cahier de charges, le comité propose le retrait de 181 parcelles. Une correspondance de mise en demeure individuelle sera remise par voie d'huissier de justice aux souscripteurs. La correspondance fera ressortir notamment les éléments à fournir par le bénéficiaire, le délai relatif à la mise en demeure et les sanctions éventuelles auxquelles il s'expose en cas de non-satisfaction. Comment optimiser l'utilisation des sols dans les systèmes de production d'IAM pour l'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest? La question taraude les chercheurs de la sous-région qui sont réunis à Ouagadougou depuis ce lundi. Il s'agit pour ces chercheurs de partager des expériences sur les méthodes de gestion durable des sols en culture d'IAM dans le but d'augmenter les revenus des acteurs de la filière. Kadi Sanogo. Le projet IAM 6 s'intéresse à la gestion durable des systèmes de culture à base d'IAM en Afrique de l'Ouest. Son objectif est de développer des méthodes avec les acteurs du domaine en vue d'augmenter la productivité de cette tubercule. Cette rencontre annuelle du projet réunit les chercheurs de la chaîne de valeur de l'IAM, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Une opportunité pour ces chercheurs de partager leurs expériences et faire le bilan à mi-parcours du projet. L'intérêt, c'est de partager avec les autres chercheurs de l'INERAP, donc du Burkina Faso, avec d'autres représentants d'organisations officielles pour montrer à tous ces gens que l'INIAM, c'est une plante d'avenir, c'est une plante qui peut effectivement permettre aux gens de gagner de l'argent, qui peut permettre aux gens de vivre correctement. L'Institut de l'environnement et des recherches agricoles INERA apporte son soutien à la coopération suisse pour la mise en œuvre de ce projet. Il y a beaucoup de choses à faire sur l'INIAM au point où l'INERA a créé un programme qui s'appelle Racines et tubercules, où l'INIAM va jouer un rôle phare, bien sûr, aux côtés de la patate douce et également du manioc. Donc, cette grande rencontre de IAM 6 est très importante pour l'INERA. Le projet IAM 6, qui va durer 5 ans, a lancé officiellement ses activités en 2016 à Léo, dans la province de la Sicile, zone à forte production d'igname. Le roi du Yatenganaba qui va sacrifier à la tradition cette année encore en organisant le Napusum, cette fête coutumière qui se veut des moments de reconnaissance aux ancêtres pour la saison écoulée, aussi implorer leur bénédiction pour celle à venir. Herman Notoé sur place à Waiguya pour les détails. Le Napusum au Yatenga, c'est une tradition qui transcende le temps. Selon la coutume, à la fin de chaque saison agricole, les chefs vassaux se réunissent chez le Wirang Naba avant de se rendre chez le roi du Yatenga pour lui présenter les vœux de nouvel an.
Au Palais Royal, chaque délégation apporte son présent. À la fin, le roi remercie les ancêtres et adresse à son tour ses vœux de bonheur à son peuple. Nous sommes chers. On ne demande pas à quelqu'un de venir cultiver nos champs. On ne demande pas à quelqu'un de venir nous donner quelque chose. Nous faisons nos coutumes. Et c'est normal. Nous ne pouvons pas ne pas le faire. Donc nous ne sommes pas des descendants de nos papas et nos grands-pères. Si tu vois un chef qui fait les coutumes, qui fait tout, il demande le Dieu d'abord et les ancêtres, qui nous donne la santé, une bonne récolte, et il n'y aurait pas de guerre entre nous. Comme chaque année, les autorités administratives sont présentes à cette fête coutumière pour témoigner leur solidarité aux garants de la tradition pour ses multiples actions en faveur de la paix. Vous savez que le roi du Yatenga est une personne ressource pour notre région. Il intervient dans les cas de conflit, il intervient également dans des situations aussi de réconciliation. Cette cérémonie fait suite à une série de naposum des ministres et notables du roi, dont celui de Wirang Nabasaga, chef de la cavalerie, tenu dans la matinée. Un mot de sport dans ce journal. Le Burkina Faso et le Mali, perdant lors de la première journée, se rencontrent pour le match de la survie. La victoire est impérative des deux côtés. Les étalons ont effectué l'unique entraînement cet après-midi. Tous les joueurs sont présents et l'objectif est clair, la victoire et rien que la victoire ce mercredi, et nous sommes au Niger. Le face-à-face Burkina Faso-Mali, c'est le match des perdants de la première journée. Un match de tous les dangers, car malheur aux vaincus. C'est pourquoi les étalons juniors, pour cette unique séance d'entraînement, sont obligés de se remobiliser afin de se donner les moyens de battre le Mali. Ce match, il est capital pour les deux équipes. C'est je gagne, je reste, je perds ou je rentre chez moi. C'est capital pour les deux équipes. Le président de la fédération, Sita Sangaré, s'est lui-même impliqué pour faire passer la pilule. Nous avons multiplié les rencontres avec l'encadrement technique. Nous avons dit que ça ne changeait rien aux objectifs que nous leur avions assignés. Nous avons invité le staff technique à rectifier le tir, regarder ce qui n'a pas marché pour que cette équipe-là puisse rebondir. Les étalons juniors doivent absolument oublier le match face au Ghana, mais la question que l'on se pose est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Là où les réponses à cette interrogation pourraient ouvrir la voie du succès aux étalons. Séraphin Dargani pourrait à l'occasion récupérer son défenseur central, Sékou Tall, qui revient de blessure. Côté malien, le capitaine Mohamed Kamara sera absent. Mais Mamoutou Kane est confiant pour ce match. Défaite interdite donc pour les deux équipes qui devraient composer avec la canicule. L'heure du match est fixée à 12h30, temps universel. Un reportage signé Jean-Modeste Ouedraogo et Rasmane Zundi. Et puis l'ASFA Nyenega s'est séparé de son entraîneur Cheikh Omar Kone pour insuffisance de résultats. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette information. À l'étranger, le pape François a célébré une messe devant plus de 120 000 fidèles ce mardi au stade Cheikh Zayed d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Un événement historique dans un pays où le culte chrétien demeure d'habitude discret. Au dernier jour de sa visite aux Émirats arabes unis, le pape François a présidé une messe en plein air. Une célébration en présence de dizaines de milliers de fidèles. Des observateurs parlent de plus de 120 000 personnes rassemblées là, dans le grand stade d'Abu Dhabi. L'événement est inédit car dans ce pays, la foi chrétienne est tolérée à condition que sa pratique soit discrète et dans l'enceinte d'une église. L'homélie du pape, prononcée en italien, était traduite en arabe par haut-parleur. Cette visite historique du pape dans la péninsule arabique aura été marquée par ses appels à la paix au Yémen et par son plaidoyer pour un meilleur dialogue interreligieux. François s'est envolé dans l'après-midi pour rentrer au Vatican. Et avant de vous dire au revoir, je reprends ce communiqué du chef d'état-major général des armées du Burkina dans la matinée du mardi 5 février 2019 en réaction aux opérations menées par les forces de défense et de sécurité le lundi 5 février 2019 dans le département de Kamban et
Komboro, un détachement militaire du groupement des forces de sécurisation du Nord, installé à Oursi, dans la province de Loudalan, a été attaqué par des terroristes. Les forces de défense et de sécurité ont repoussé cette attaque et lancé une contre-offensive. Le bilan fait état de 5 gendarmes tombés lors des combats et de 3 autres blessés, dont 2 dans un état grave. La contre-offensive de nos forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser 21 terroristes et les opérations de ratissage de la zone se poursuivent. Le chef d'état-major général des armées du Burkina présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il tient à rassurer les populations que, dans le respect des règles d'engagement, tout sera fait pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir 22h30 et c'est avec Ruth Biniwatara. D'ici là, excellente suite de programme.